Et bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du Journal Bitcoin et aujourd'hui je suis en compagnie d'Arnaud Bauer de la BNB Chain. Salut Arnaud. Salut, comment ça va, Greg? Bon, écoute, tranquillement et toi? Ça va, ça va. Il fait un peu froid aujourd'hui, mais ça va. Ouais, chez moi c'est la grosse drache, mais après ce petit intermède météo, l'idée aujourd'hui c'est de discuter ensemble, faire un peu ta connaissance et puis Hmm. explorer ce que tu fais pour la BNB Chain. Déjà peut-être que voilà, pour mettre un peu de contexte, on pourrait démarrer avec la question la plus classique. Peux-tu nous dire Hmm. qui tu es et ce que tu fais au quotidien? Donc moi, c'est Arnaud Bouer. En fait, je travaille en blockchain. Je suis un senior solution architect pour BNB Chain. Ma tâche principale, c'est tout ce qui est governance et faire de la recherche aussi sur on va dire, core protocol de BNB Chain et des layer 1 en général ou layer 2 également. Donc, Mhm. c'est vraiment être en contact avec l'équipe technique de la communauté et également pouvoir savoir un peu ce qui se passe ailleurs et être sûr que on va dire, l'écosystème grandit de manière homogène dans BNB, sur BNB Chain. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu te retrouves Mhm. justement à travailler chez Binance, comment tu as découvert les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à être là aujourd'hui? Sûr. Donc déjà, donc BNB Chain et Binance, c'est séparé maintenant, donc on est vraiment deux entités différentes. Donc Mhm. c'est vrai qu'à la base, les gens ont toujours cette relation qui est un peu, on va dire, c'est les mêmes entités, mais on est vraiment séparés, donc on a deux tâches vraiment différentes. Ouais. J'ai commencé en blockchain il y a presque 6 ans maintenant. J'étais principalement, on va dire, ce qui m'avait vraiment plu, c'était les bases de données. Donc moi, je suis principalement un background dans base de données. Donc, je travaillais principalement là-dedans avant, donc tout ce qui était big data. Et en Mhm. fait, quand j'étais à Shanghai pour mon boulot, donc j'ai vécu là-bas durant pas mal d'années. En fait, j'ai découvert pas mal de meetup blockchain. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à rentrer un peu plus là-dedans. Donc, j'ai commencé à travailler pour un petit projet là-bas. Ensuite, j'ai rejoint VeChain. Je sais que la communauté française, elle connaît bien ce projet aussi. Donc, j'ai travaillé pour eux durant 4 ans à peu près. Et donc là, ça fait 1 an maintenant que je suis chez BNB Chain principalement, où je travaille vraiment sur ce qui est recherche, governance et vraiment le corps au niveau de la blockchain. Ok, super. Quand tu dis Oui, oui, tu fais bien de revenir, pardon, Mm. sur la distinction Binance BNB. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait faire le switch, réaliser que ça valait le coup de bosser vraiment dans l'écosystème crypto et encore plus Ouais, après sur vraiment l'écosystème validateur qui est encore, j'allais dire, une niche dans la niche. Parce que c'est vrai que exact. quand tu viens de la data avec ton background, on pourrait imaginer que, je sais pas, t'aurais pu terminer à faire de la data dans une grande banque, tu vois, par exemple. Mm. Mais ce qui m'avait vraiment plu, donc en fait, je travaillais avant dans les data, principalement tout ce qui était un peu bizarre, mais c'est les recherches agricoles. Donc, on va dire tout Ah, ce qui est ok. agronome. En fait, les agronomes, ils font pas mal de recherches aussi pour trouver donc il y avait une grande, un grand impact sur la sécurité des données. Parce qu'en Ouais. fait, il y avait beaucoup de recherches dedans et vraiment s'assurer que les données étaient accessibles et accessibles à tout le monde et dans différents sites également. Donc, c'est vraiment déjà ce côté décentralisé qui m'avait plu. Il y avait plusieurs sites qui travaillaient ensemble. Et donc après, je me posais pas mal de questions sur est-ce que je dois aller dans l'intelligence artificielle ou plus mon focus, parce que des intelligences artificielles, c'est aussi un peu des données qui sont traitées. Et Mhm. quand j'ai vraiment commencé à comprendre un peu tout ce qui était vraiment réseau décentralisé, governance dans les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui m'avait bien plu. Et c'est principalement aussi la self-custody. Donc vraiment avoir ses propres clés et vraiment être maître de quand on signe quelque chose, ça va vraiment se passer. Donc c'est Ouais. vraiment ce côté-là qui m'avait plu dans le Web3, quoi, ou en blockchain en général. C'est ça que j'avais commencé avec Bitcoin. Donc vraiment on est self-custody, donc c'est un peu plus le paiement, on va dire. Et Mhm. après tout ce qui était EVM, où on a un peu plus de niveau, on va dire un peu plus de programmabilité. Donc c'était un peu ce qui m'avait aussi donné envie de vraiment plus faire de la recherche là-dessus. Et après, tout ce qui est vraiment encore, c'est vrai que les validateurs, c'est encore un sujet spécial. Donc, mais vraiment, je trouve que on oublie beaucoup, en fait, ce qui est décentralisation. Au niveau de la blockchain, on commence un peu à vouloir tous parler de scalability ou ce genre de choses. Donc, on voit par exemple beaucoup de layer 2 qui sont en fait très centralisés. Donc, je trouve que c'est un peu dommage parfois qu'on perde cet aspect vraiment de décentralisation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, en fait, de vraiment travailler là-dessus. Alors, on en reparlera juste après, justement, un peu sur vraiment le versant nombre de validateurs de la BNB Chain, comment ça fonctionne, comment ça se développe. D'abord, peut-être revenir un peu sur l'histoire de la BNB Chain à proprement parler, parce que pour Ouais. l'audience qui n'a pas forcément suivi, et puis même pour celle qui avait suivi à l'époque, comme tu l'as dit rapidement, il y a eu, on va dire, pas mal de développement, pas mal de changements. Mm. Euh, un début sous forme de RC20, et puis après la smart chain qui est lancée, et puis après
la smart chain qui est lancée à côté d'une non smart chain, on va dire, et puis au C'est final, ça. pas mal de chaînes différentes avec la smart chain, la beacon chain, une chaîne pour le storage de la data, deux roll-up, avec de l'optimistic et du ZK proof. Donc en définitive, on a pas mal de trucs. Ça fait presque plus une galaxie qu'une chaîne à proprement parler. Exact. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu un petit, on va dire, un petit récap de, à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi la BNB Chain Hmm. dans son écosystème au sens large? Ça sert à quoi et comment ça marche? Donc en fait, donc juste pour commencer, donc ça en fait ça a démarré avec la Beacon Chain comme tu l'as mentionné. En fait, donc c'était vraiment tout ce qui était, on va dire, index en fait vraiment pour Binance. Donc c'est vrai que ça va commencer là-dessus. C'est vraiment Mhm. faciliter l'échange de tokens ERC20 type. Donc c'est vrai que c'était vraiment la rapidité. Donc c'était basé sur Cosmos SDK avec Ouais. un consensus de Tendermine. Donc c'est vrai que c'était vraiment très rapide et très scalable en termes de transactions, mais c'était pas vraiment programmable. On ne pouvait pas vraiment faire de smart contracts dessus. Donc c'est vrai que les gens, ils étaient vraiment très limités. Et il y avait beaucoup de demandes de la communauté justement pour pouvoir avoir un réseau aussi où les gens pouvaient déployer des smart contracts sur, on va dire, l'écosystème BNB ou Binance à cette époque-là. Donc c'est pour ça que la communauté a vraiment développé après la BNB Smart Chain, qui était, on va dire, un fork d'ETH à la base, avec quelques changements aussi, avec un native bridge sur la Beacon Chain également. Donc en fait, les tokens pouvaient facilement transiter d'une chain à l'autre sans vraiment avoir de soucis pour ses utilisateurs. Mhm. Et celle-là, c'était vraiment fait pour que les gens puissent déployer des dApps dessus, donc ce qui était DeFi, NFT ou ce genre de choses. Et ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur en fait quand il y avait le, on va dire le bull run de la DeFi. Donc c'est vrai que vu qu'il y avait les transactions qui étaient vraiment, on va dire, faciles d'accès, rapides et pas très chères. Donc c'est vraiment ce Mhm. qui avait permis justement pour l'écosystème de d'emmagasiner pardon de nouveaux utilisateurs. Donc, au début, il y avait ces deux chaînes ici. Donc après, il y a eu un rebranding de Binance Smart Chain, ça a été rebrandé en BNB Smart Chain, où vraiment il y avait une séparation aussi des deux entités pour vraiment montrer qu'il y a une grande séparation. Ensuite, comme tu dis, maintenant il y a le Greenfield, qui est vraiment le décentralisation de la data, qui est aussi avec un bridge natif sur la Smart Chain. Je pense qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Ouais. Et aussi en ce moment testnet avec ZKBNB et OPBNB surtout où on a Mhm. pas mal de développeurs qui sont en train de tester ces deux projets, et principalement OPBNB justement vu que c'est IBM compatible, donc ça que les gens peuvent facilement aussi déployer des smart contracts pour facilement faire de la DeFi ou du NFT. Quoi. En termes de, on va peut-être rester ouais, plutôt sur la dernière dont tu parles, parce que c'est vrai qu'en ce Ouais. moment, tout ce qui est ZK ou tout ce qui est roll-up, ça a quand même beaucoup le vent en poupe. Vous, Mhm. genre je dis vous, je veux dire, voilà, quand vous travaillez en équipe sur la BNB Chain, qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple, dans les roll-up, dans leurs différents types, si on reste sur les roll-up optimistes, par exemple? Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? C'est quoi les défis spécifiques que vous avez? Je pense, je sais pas, par exemple, comment vous gérez les délais de retrait, qui parfois peuvent être longs sur les d'autres roll plus classiques. Comment vous gérez la question du séquenceur aussi? Est-ce qu'à terme, Mhm. vous voyez une décentralisation de ça aussi, alors qui c'est qui l'opère? Bref, pas mal de questions, comme tu t'en doutes, donc on les prend dans l'ordre que tu veux. Peut-être Ouais. déjà, pourquoi cet intérêt plus spécifique sur Opti? Je pense l'intérêt, donc on a fait pas mal de recherches aussi pour savoir si on avait plus sur le ZK et sur l'OPI. Après, on voyait vraiment que le l'OPI Stack était vraiment très très adopté avec beaucoup de développeurs aussi. Et on Mhm. s'est dit vraiment c'était une belle communauté, donc on souhaitait aussi un peu voir ce qu'on était potentiellement capable d'apporter à cette communauté. Donc c'est pour ça qu'on a modifié. Parce que vu que tu sais, je pense que tu sais que l'OP Stack, c'est vraiment des trucs vraiment modulaires, on va dire. Donc il y a pas mal de différents modules qui sont implémentés dedans. Donc ça permet vraiment d'avoir une sorte de pouvoir pour chaque, on va dire, optimiste. Il peut un peu tuner, on va dire, certaines parties pour avoir Mhm. quelques spécificités. Donc c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler aussi pour vraiment essayer de trouver des avantages par rapport à notre Layer 1 qui est aussi un peu différent de Ethereum. Soit qu'en termes de gas limite, par exemple, on a beaucoup plus la capacité de notre bloc est beaucoup plus grande que celle d'Ethereum. Donc, on va dire Ethereum, je crois que ça a 30 millions en termes de gas limite aujourd'hui, alors que BNB Smart Chain, on est à 140 millions. Donc, c'est vrai qu'on a un peu des différences et on va essayer de regarder aussi comment est-ce qu'on peut s'approprier ou utiliser des stacks qui sont open source et quels sont les endroits où on peut peut-être les changer pour un peu plus les améliorer et pour rendre encore plus de throughput, comme on dit en anglais, donc un peu plus de vitesse d'exécution, on va dire. Ouais. Donc c'était un peu pour ça qu'on a vraiment regardé sur OPBNB sur l'OPStack, pardon, parce que vraiment c'est IBM compatible, donc on sait avec notre communauté de développeurs était vraiment en attente
à ce qu'on délivre, à ce que la communauté délivre quelque chose qui était vraiment rapide et qui était vraiment, on va dire, avec un coût réduit en termes d'exécution. Donc c'est vrai qu'on mise beaucoup, on va dire, sur le coût d'exécution de transactions, parce qu'on sait que si on veut vraiment avoir une adoption assez générale de la technologie, on a vraiment cette barrière qui est vraiment le coût des transactions, on va dire. Donc c'est vrai que une fois qu'on est dans l'écosystème, on arrive plus ou moins à gérer le coût des transactions parce qu'on commence un peu à connaître comment ça marche. On sait qu'il y a peut-être des moments où on va peut-être pas signer certaines transactions, on va peut-être attendre 1 ou 2 heures parce qu'on sait que le prix va retomber s'il y a un move qui s'effectue sur une chaîne, donc on sait qu'on va peut-être attendre. Mais on va dire pour la masse générale, on peut pas avoir forcément des solutions où il y a le coût des transactions qui est vraiment variable ou trop élevé. Donc c'est pour ça Mm. qu'on voulait aussi avoir une solution de scalabilité qui est compatible avec EVM pour vraiment pouvoir laisser libre choix à nos développeurs, on va dire, sur l'écosystème, parce qu'ils puissent facilement développer ou sur une L1 ou sur une L2. En termes de Ok. séquenceurs et de décentralisation, donc c'est quelque chose qu'on, la communauté discute aussi. C'est vrai qu'au début, je pense que ce sera pas trop décentralisé, pour être honnête, un peu comme les autres aussi optimisent sur d'autres chaînes. Donc, je pense qu'on va vraiment regarder d'abord pour le mettre vraiment secure, pour que ce soit vraiment solide. Mais c'est vraiment aussi un angle où on travaille un peu sur la governance justement pour voir comment est-ce qu'on peut peut-être avoir plus de communautés aussi qui rentrent dans le développement. Et également dans ce qui est séquenceur, comme tu disais aussi le withdraw time qui est aussi un peu différent en fonction de L2. Donc, on travaille également là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on peut, on va dire, délivrer à la communauté de façon à ce que ce soit utilisable et secure. Ok, très clair. Écoute, sur peut-être plutôt maintenant vraiment sur les validateurs à proprement parler, euh, Ouais. comment ça comment ça fonctionne? Alors, je m'explique pourquoi cette question, parce que Hmm. je sais pas, quand j'interroge d'autres protocoles, par exemple, bah, c'est assez simple. Il y a la chaîne, il y a le validateur. Le validateur, forcément, il valide cette chaîne vu qu'il y en a qu'une. C'est Comment vous, ça. ça fonctionne quand on est dans les validateurs? Est-ce qu'il y a un set de validateurs défini? C'est quoi les conditions? Vous en avez à peu près combien aujourd'hui? Et est-ce qu'on participe, on va dire, sur toutes les chaînes ou seulement sur certaines? Comment ça marche? C'est une très bonne question. Alors déjà, on a des validateurs pour chaque chaîne. Donc, c'est Ouais. vrai qu'on a un validateur pour, enfin, je dis la communauté, elle a des validateurs pour Beacon Chain, pour Smart Chain, pour Test and Greenfield également en ce moment, parce que c'est également Greenfield est aussi sur Cosmos SDK. Mhm. Donc, en fait, comment ça marche? Donc, au départ, il y avait un self-stake, c'est-à-dire que le validateur doit mettre en stake lui-même un certain montant de BNB. Donc, au départ, c'était 10 000 BNB en self-stake. On l'a réduit à 2 000 de façon à ce que ce soit un peu plus facile d'accès aussi. Mhm. Et donc, ça, c'est juste, on va dire, pour être actif, c'est-à-dire que pour potentiellement être validateur. Mais après, en plus de cela, on va dire, on a la communauté qui peut déléguer ses propres BNB à certains validateurs. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas sur, on va dire, bnbchain.org/staking, si je me souviens bien, en tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir déléguer tes BNB à certains validateurs. Mhm. Ensuite, chaque jour, on va faire en fait le processus, le consensus, va sélectionner en ce moment les 29 plus hauts rankings. Donc en fait, le ranking, c'est par rapport au nombre de BNB qui a été stake sur certains validateurs. Et ces 29-là, en ce moment, ils seront sélectionnés pour être validateurs le jour suivant. Donc chaque jour, on a un set, on va dire plus ou moins prédéfini de 29 validateurs. Donc c'est vrai que c'est assez, on va dire, potentiellement restreint par rapport à d'autres chaînes. On en est conscient, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille vraiment aussi. On va Mhm. dire c'était peut-être une stratégie au début parce qu'en fait, comme on le sait, la décentralisation, c'est pas forcément le dernier, on va dire, le maillon le plus important. Enfin, on sait que c'est très important, mais ce qu'on souhaite aussi amener, c'est vraiment tout ce qui est l'infrastructure qui est très robuste et très scalable. Donc, c'est vrai que vu qu'on a aussi quelques, on va dire, spécificités avec l'écosystème BNB Smart Chain, en termes de transactions qui est vraiment très rapide. Donc, on a un bloc toutes les 3 secondes. Le bloc est quand même assez large. Donc, c'est vrai que l'infrastructure doit être très, très robuste. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu un certain filtre, on va dire, plus ou moins assez élevé pour être validateur sur la Smart Chain. Ensuite, sur Beacon Chain, c'est un peu la même chose. C'est aussi en termes de BNB qui a été stake. Et sur Greenfield, ce sera pareil. Donc, en fait, ce sera ouvert à tout le monde. Donc, il y a tout le monde qui peut potentiellement être validateur. Mais après, ils vont devoir, on va dire, si tu veux être validateur, il faut que tu recrutes, on va dire, pas mal de BNB de la communauté pour pouvoir être dans le haut du ranking de façon à pouvoir être sélectionné le lendemain, quoi. Ok, non, non, bah écoute, c'est très clair. Euh, comment vous, comment c'est envisagé, on va dire, tu vois, tout ce process de décentralisation progressive au fil du temps? Donc là, tu as dit, par exemple, bon, il y a eu la première étape, par exemple, c'est de dire, bon, on diminue le montant qui est nécessaire C'est ça. de staker pour avoir accès à un slot. Bah, après, si je fais le calcul de tête rapidement, ça nous descend à quoi quand même quelque chose comme 400 000 euros? Non, au cours actuel, ça reste quand même assez élevé. 2000 BNB, je sais pas, parce que j'ai
je crois que ça c'est quand même assez conséquent. Bon, c'est la rançon de la gloire, hein. Évidemment, c'est... Mais comment, on va dire, sur quoi vous travaillez pour augmenter le nombre de validateurs? Je sais plus, je suis désolé si là tu m'as répondu sur combien vous en avez à l'heure actuelle. Je crois qu'on est un peu en dessous des 100, non, pour l'instant? C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, donc, en actif, on en a 29. Et donc, en backup, donc, ça, il y en a qui sont actifs, mais qui sont pas sélectionnés. Je crois qu'on en a un peu plus de Ouais, 40. Donc, ok. c'est vraiment une bonne question. Comment est-ce qu'on peut potentiellement aussi augmenter notre décentralisation? Donc, je crois en fin de l'an dernier, à peu près, on a livré ce qu'on appelait le BEP 131, si je me souviens bien. Donc, en Mhm. fait, donc maintenant, il y a deux types de validateurs, on va dire. On a ce qu'on appelle les cabinets et après, on a ce qu'on appelle les candidates. En fait, les candidates, ce sont des validateurs qui ont un peu moins de chances d'être sélectionnés chaque jour. Et en fait, on va augmenter progressivement le nombre de candidats potentiels. Et en augmentant progressivement, on va aussi, en théorie, diminuer le nombre, on va dire, de BNB qui doivent être stake de façon à être potentiellement sélectionnables le lendemain. Donc, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de grossir progressivement et d'avoir, on va dire, des entités qui sont quand même disons que c'est pas forcément, moi je pourrais pas forcément à la maison sur mon PC faire tourner un validateur BNB Smart Chain. Parce que le souci c'est que le ledger est déjà tellement grand en termes de ressources, c'est très très conséquent. Mhm. Donc, par rapport à la scalabilité qu'on a, par rapport à la taille du bloc, donc c'est vrai que ça demande vraiment il faut être une certaine équipe derrière pour Ouais, vraiment bien sûr. pouvoir gérer un validateur BNB Chain. Donc c'est aussi un des requirements. Donc c'est vrai que la porte d'entrée est un peu plus élevée, on va dire, que sur d'autres écosystèmes, mais c'est quelque chose qu'on travaille également beaucoup. Après, il y a tout ce qui est aussi, c'est vrai que les gens parlent un peu moins de ça, mais un axe sur lequel je travaille aussi, c'est un peu les MEV. Donc un peu comme vous Mhm. savez, on va dire, tu as aussi tout ce qui est relayer, il y a les searchers, donc ceux qui vont un peu essayer d'extracter les MEV, ceux qui vont créer les blocs, et après, enfin, ceux qui vont proposer des blocs et ceux qui vont vraiment les valider. Donc, je Mhm. pense qu'il y a aussi un angle là-dessus sur lequel la communauté peut vraiment travailler. C'est potentiellement, on peut facilement, on va dire, avoir un client qui peut proposer des blocs aux validateurs et ensuite les validateurs n'ont qu'à juste à le valider, on va dire. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail là-dessus qui peut être fait sur la séparation, on va dire, entre les blocs producers et les blocs proposers, comme on dit, ou potentiellement tout ce qui est envy, donc tout ce qui est relayer. On peut peut-être avoir une décentralisation là-dedans tout en étant peut-être un peu plus centralisé sur d'autres aspects. Donc, je pense vraiment trouver un milieu de façon à pouvoir vraiment trouver un écosystème assez stable. Ok, ouais, ouais, très clair. Un peu dans cet ordre d'idées-là, si je dis pas de bêtises, donc vous avez vous avez des programmes dédiés pour développeurs, donc je pense Hmm, versant formation, acculturation, choses comme ça, et vous avez aussi des grants. c'est ça. Ça ressemble à quoi et qu'est-ce que vous soutenez avec quel genre d'application, je sais pas, par exemple, ont déjà été créées grâce à ce type de programme ou quel genre d'écosystème vous soutenez avec ces grants, avec ces programmes-là? Ouais. Donc, je crois que sur notre GitHub, on a une wishlist aussi où les gens peuvent voir ce qu'on souhaiterait bien avoir plus ou moins sur l'écosystème. Après, on a aussi, je crois, sur le site web bnb.chain.org, on a une page grant où vous pouvez voir un peu quels sont les grants aussi. Et là, en ce moment, on a aussi ce qu'on appelle le Evolution, donc c'est un peu un hackathon où vraiment on Mhm. essaie aussi un peu de pousser la communauté à ce qu'ils essaient de trouver des nouveaux use cases en utilisant par exemple OPBNB, Greenfield et BNB Smart Chain également. Donc, on va essayer un peu de pousser la communauté en proposant différents workshops aussi pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent se servir des différents outils dans l'écosystème. Et ensuite, effectivement, là, on peut potentiellement aussi amener un peu plus de marketing et de support technique aussi en fonction des projets, en fonction de ce qu'ils sont en train de développer, en fonction des use cases, quoi. Donc, on est vraiment, je pense, ouvert à tout type de use case. On n'est pas vraiment focus sur un en particulier, parce que je pense qu'il faut vraiment être ouvert à tout ce qui est potentiel et vraiment laisser la communauté décider ce qu'ils ont envie Mhm. de développer sur différents écosystèmes. Et je pense que ouais, c'est un peu ce que je peux dire dessus, je pense. Ok, ok, ok. J'aimerais qu'on revienne un peu dans la même optique en fait Ouais. d'application, on va dire utilisable ou à pousser, tu vois, sur le réseau. La Mm. BNB Sidechain, si je dis pas de bêtises, qui, si j'ai bien compris, en fait, c'est un peu de d'AppChain avec des AppChain on demand, on va dire, en tant que service. Je sais Mm. pas si je le résume bien, mais ça pourrait être intéressant peut-être que tu nous donnes un peu plus de détails là-dessus. Qui peut s'en servir, qui peut proposer des choses dessus et on va dire à quel point vous trouvez que c'est un succès à l'heure actuelle.
Donc, c'est vrai qu'on on faisait pas mal de recherches l'an dernier dessus, j'ai envie de dire. On en fait un peu moins cette année. C'est vrai Ouais. qu'il y a parce que c'est vrai que quand on voit un peu ce que les Layer 2 proposent aujourd'hui, on se dit que les sidechains, c'est peut-être pas vraiment ce qui est le plus idéal pour certains projets. Alors qu'au final, je pense que les Layer 2, quand on voit aussi ce que Optimism propose, ou un peu différents Layer 2 essaient de communiquer l'un avec l'autre, je pense que c'est peut-être plus un peu l'approche sur laquelle on a cette année. Ouais, un peu moins, on va dire, sur les sidechains, où en fait, une sidechain, c'est quand même assez compliqué, on va dire, pour un projet de le lancer et de le maintenir, alors qu'une layer 2, c'est quand même beaucoup plus simple de maintenance. Donc, c'est vrai qu'on est un peu moins... Les sidechains, je pense, c'est un peu plus pour les très gros projets, on va dire. On va dire, si on Et c'est qu'est-ce que Soft, par tu exemple, penses, on peut peut-être plutôt du coup encore une autre variante, vu qu'on est quand même imaginatif dans l'écosystème. Qu'est-ce que tu penses ouais. des app chains à proprement parler, par exemple un peu comme ce qui a été annoncé par Starknet il y a quelques jours, enfin Hmm. Starkware. T'as un avis là-dessus? Tu penses que c'est quelque chose que vous allez explorer aussi, rechercher un petit peu ou... Je pense pas qu'on va l'explorer dans l'immédiat, dans l'immédiat. Personnellement, j'ai un peu du mal avec un écosystème qui est trop, on va dire, fractionné entre différentes chaînes. Je pense qu'il faut, parce qu'après, quand on est sur différentes chaînes aussi, il y a tout ce qui est bridge. Il n'y a pas forcément des bridges natives. Dès qu'on a un certain bridge, on va dire, ou un certain pont entre différentes chaînes, il y a toujours aussi un risque de sécurité ou de fragmentation. Donc, c'est un peu quelque chose sur lequel, moi, personnellement, on va dire, j'ai un peu du mal à adhérer. Ouais. Donc, moi, je suis un peu plus, je suis conscient qu'on ait besoin de plusieurs, on va dire, layer one dans l'écosystème, parce qu'on va dire chaque layer one a ses propres caractéristiques aussi. Certains sont un Mhm. peu plus décentralisés, d'autres sont plus rapides, sont plus pour certains types de projets aussi, on va dire, ou certains types de use cases. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de plusieurs layer one, mais sur un même écosystème, par exemple, tel la BNB Chain, avoir plusieurs, on va dire, L1 et sidechain, je pense que c'est pas vraiment le plus idéal, on va dire. On s'y met d'avoir après Et plutôt des ouais, ouais, layer non. 2 qui sont un peu plus Non, non, verticales, on va dire. complètement. Complètement, ok, ça fait sens. Sur les autres types un peu d'évolution sont discutés, Hmm. par exemple, qui étaient pas mal discutés à l'IFCC, qui sont pas mal discutés sur tout ce qui est écosystème Ethereum, mais d'autres, c'est aussi tout ce qui est smart wallet avec du MPC, avec de l'account abstraction. On parle d'ailleurs beaucoup de l'account abstraction. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous comptez aller? Je le redis, mais pareil, si tu as une meilleure image, n'hésite pas. En gros, parce qu'on en parle pas mal au fil des épisodes de podcast, en gros, le account abstraction, c'est permettre, si je suis ultra schématique, de créer un wallet à partir d'une simple adresse mail, en gros, et on se retrouve avec tout un set de smart contracts on-chain qui crée et gère le wallet pour nous, et ça enlève une part de la complexité, au moins dans l'utilisation, mais bon, ça vient avec d'autres soucis, d'autres problématiques. Donc toi, quel est ton avis là-dessus? Ouais. Donc, c'est des problématiques sur lesquelles on a quelques équipes dans la communauté qui travaillent également un peu là-dessus. Parce qu'on sait vraiment que, enfin, on a l'impression que c'est très compliqué d'utiliser le Web3. Donc, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que sauvegarder nos clés, enfin, nos 12 mots ou nos 24 mots, c'est très compliqué. Alors qu'au final, je pense pas que ce soit très, très compliqué. Je pense que c'est plus une question d'éducation. Mais c'est vrai qu'il y a Mhm. quand même beaucoup de risques derrière, on va dire, quand on perd l'accès. Alors, potentiellement, on perd tous nos assets ou tout notre historique aussi, on va dire. Faut pas oublier qu'une blockchain, au final, c'est public. Donc, toutes nos actions qui ont été faites dans le passé, ben, sont enregistrées, sont potentiellement quelqu'un peut les voir et peut mettre nos liens aussi dessus. Donc, c'est vrai qu'on a une seconde vie, on va dire, sur le réseau de la blockchain. C'est vrai que ce sont vraiment des points, je pense, de recherche qui sont plus qu'importantes. Parce que je pense que sans avoir des solutions, on va dire, de facilité de création de compte ou de récupération de compte aussi, on peut pas forcément aller dans le grand public, on va dire, quoi. C'est vrai qu'on va rester, si on n'a pas ce genre de solution, on va rester un peu dans une niche. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre de personnes qui font pas mal de recherches sur, on va dire, faciliter la création de wallets ou la recovery de wallets aussi. Mais je pense qu'opération et ne pas oublier le principe du self-custody, on va dire. Faut pas qu'on délègue, on va dire, l'ownership de nos clés à une autre partie. Parce que sinon, on va dire, on perd un peu l'usage de la blockchain également. Donc, je pense que ça va vraiment être beaucoup de sujets de recherche. C'est déjà, par contre, pardon, beaucoup de sujets de recherche. Et je pense que Ouais. vraiment, voir ce que les gens vont pouvoir proposer, je regarde attentivement ce que différentes communautés font également pour essayer de voir un peu ce qui est possible dans cet écosystème-là. Ok, non, mais écoute, très clair. J'ai une question un peu plus, disons, un peu plus abrupte que je vais quand même te poser sur, comment dire ça, le fait que il y a pas mal, en fin de compte, quand même, on va dire,
de projets qui se lancent sur la BNB Chain qui sont, si ce n'est des scams, parfois juste, on va dire, expédiés à la va-vite. Et même, d'ailleurs, pour le dire franchement, il y a quand même pas mal de projets qui sont douteux, qui ont tendance à se lancer. Alors, ça peut s'expliquer, hein, sans doute aussi parce que c'est plus facile de se lancer sur la BNB Chain que sur d'autres. Mm. Et parce qu'il y a toute une communauté qui se cible aussi, pas Ouais. forcément plus facilement, mais disons que c'est ça, c'est sûr que ça fait un peu au nez-pot, ça peut appeler à se dire, bah tiens, il y a la communauté Binance derrière, donc on essaye de l'attaquer. Alors on sait que Binance réagit vite sur ces sujets et répondant avec les autorités, etc. Enfin, notamment en France, où on va dire, c'est une notoriété publique. Ma question, c'est plutôt vraiment quand voilà, on est sur le côté chaîne qui dépasse Binance, mais qui forcément a quand même un lien avec une partie de sa clientèle qui vient constituer cette communauté. Avec quels acteurs vous travaillez ou prévoyez de travailler, par exemple, pour essayer de soit casser ces arnaques-là en amont, Mm. soit protéger vos utilisateurs, même parfois après, hein, quand une arnaque se révèle être une arnaque et que, ben, donc voilà, il y a des fonds d'utilisateurs qui sont en jeu. Euh, alors, il y a évidemment, si on parlait que de Binance, on dirait, bon, bah, quand les fonds reviennent sur Binance, Binance va travailler à freeze les fonds, mais quand ça se passe directement sur la chaîne, même si vous avez des validateurs, même si c'est pas Binance qui dirige directement, comment, en tant qu'on va dire opérateur de la chaîne, ce genre de cas-là, c'est géré, c'est approché. Je finis, Mm. je sais pas, par exemple, j'ai interviewé récemment Arcane Intelligence ou Chainalysis. Est-ce que vous avez voilà, je sais pas, des contrats avec des gros prestataires comme ça qui vous donnent des alertes quand quelque chose se passe sur le réseau, même si ça vous concerne pas tout de suite? Comment ça fonctionne? Donc en fait, on a des équipes dans la communauté. Donc on a un projet qui s'appelle Avenger DAO. Hmm. En fait, c'est vraiment de ce qu'on appelle de l'on-chain analysis. Vraiment, ils vont analyser tous les smart contracts qui sont déployés. Dès qu'il y a un nouveau contrat qui est déployé, il va être analysé. Et en fait, on va aussi regarder quels sont un peu qui a déployé le contrat. Est-ce que cette adresse a déjà été en lien avec certains rug pools, comme on dit dans le jargon, ou pas. Et on essaie vraiment aussi d'alerter la communauté en amont. Vous savez que, par exemple, si vous allez sur Twitter, je crois, si vous suivez le Twitter handle like Hashdit, si je me souviens bien, en fait, à chaque fois qu'ils voient un potentiel rug pool ou un potentiel contrat qui est un peu, qui est pas très clean, on va dire, ils vont pousser des alertes également. Et Ouais, par exemple, si vous allez sur PancakeSwap, avant de faire un swap, vous avez un petit bouton qui s'appelle Scan Risk, où en fait, PancakeSwap est connecté à un système derrière avec plusieurs auditeurs qui vont donner, on va dire, leur avis sur le contrat de destination, savoir s'il a été audité ou pas, quel âge a ce contrat, s'il est vieux ou pas, et un peu voir un peu le rating, comme on dit, donc entre 0 et 4, par exemple, ou entre 0 et 5, et savoir s'il y a vraiment un risque ou pas pour l'utilisateur. Après, c'est vrai que plus la communauté est grande, plus potentiellement, si tu touches que 1% de la communauté, ça fait déjà beaucoup de monde au final. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il y a tellement potentiellement de gens qui déploient ce genre de anecdotes, comme tu dis, où ils vont un peu essayer d'attracter des personnes. Mais on essaie vraiment de travailler là-dessus aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est à faire sur les wallets, où en fait les wallets ne sont pas forcément intégrés avec beaucoup de solutions. C'est vrai que même sur ETH ou sur d'autres écosystèmes, il y a pas mal de boîtes qui essaient de travailler là-dessus, mais il n'y a pas vraiment les wallets qui sont connectés avec ce genre de boîte qui permet vraiment de donner un peu plus de confiance à l'utilisateur et plus de mhm. prévention surtout. Parce qu'au final, vu que le réseau est public et tout le monde peut déployer quelque chose, c'est vrai qu'il y aura toujours ce genre de cas. Et je pense que c'est vraiment aussi à tout ce qui est wallet provider ou aux différentes dApps de vraiment faire en sorte de pouvoir donner pas mal de feedback aux utilisateurs et aussi aux utilisateurs de faire action lorsqu'ils signent une transaction en fait, vraiment s'assurer que ce qui est derrière est vraiment legit, on va dire. Ouais, bien sûr, ouais, très clair. Écoute, dis-moi deux petites questions plus classiques, on va dire, pour terminer. Euh, alors, j'allais dire, est-ce que vous recrutez? Mais bon, forcément, je ne sais pas exactement comment c'est structuré quand, comme tu dis, quand tu bosses sur la BNB Chain. Par exemple, est-ce que toi, à titre perso, c'est que tu bosses pour une entité qui est liée à Binance, donc tu es tu vois, dans l'écosystème au sens large? Est-ce que tu es, je sais pas, chez un validateur à part qui, du coup, va aller dépêcher des forces vives sur l'écosystème? Donc, j'allais te poser une question très bateau qui était, est-ce que vous Ouais. recrutez? Mais je ne sais pas exactement qui je désigne par vous. Tu vois? Ouais, donc en fait, donc moi je suis dans BNB Chain Foundation. Donc on Ok. est vraiment, on va dire, coordinateur, on va dire, sur la chaîne. Donc vraiment, on essaie de coordonner un peu tout ce qui est la communauté de développeurs, la communauté de validateurs aussi. Sur notre site web, bnbchain.org, je crois qu'il y a une partie job aussi. On recrute toujours beaucoup de monde, donc il y a vraiment tout le monde qui est le bienvenu forcément. Donc vous devez sûrement avoir, je pense, un form où vous pouvez faire une open application. Vous n'hésitez pas vraiment à pousser votre profil.
ou à joindre notre communauté aussi. On a un Telegram où il y a pas mal de modérateurs dessus. Qui peuvent aussi faire remonter des profils, mais effectivement, on est toujours à la recherche de talents, surtout des talents techniques. C'est vraiment Mhm, quelque bien chose sûr. qui manque dans l'industrie, donc c'est vraiment sur des talents aussi qu'on recherche. Et je sais qu'il y en a pas mal en France, en fait, donc faudrait qu'on recrute plus en France. Ok, bah écoute, c'est très clair. Est-ce que tu aurais pour terminer et te laisser le mot de la fin, un petit message pour la communauté française qui aura écouté cet épisode? Euh, N'hésite pas. Ouais, non, je pense que s'ils ont plus de questions, qu'ils n'hésitent pas vraiment à vous les envoyer. Et je pense qu'on peut peut-être refaire un épisode dans quelques semaines ou dans quelques mois pour un peu donner plus de nouvelles et peut-être répondre aussi aux questions que la communauté a là. C'est vrai que je pense qu'il n'y a Hmm. pas vraiment, beaucoup de gens connaissent la BNB Chain, mais ne connaissent pas forcément comment elle fonctionne, quel est vraiment l'écosystème des développeurs, comment est-ce qu'ils peuvent participer également. Donc je pense que surtout n'hésitez pas à envoyer des questions, et on va peut-être pouvoir refaire un point dans quelques semaines ou dans quelques mois ensemble. Super, bah écoute, très clair, ce sera le mot de la fin. Je te remercie pour ton temps et je rebondis là-dessus effectivement pour les auditrices, les auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, on y répond et on vous mettra toutes les infos utiles en description. Et puis pourquoi pas à l'occasion de se refaire un point dans quelques mois. Pas de souci. Arnaud, merci encore pour ton temps Merci à vous. et merci aux auditeurs, auditrices pour l'écoute et à bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée.